Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. Nous travaillons sans le savoir, pour l'instant, à construire le paradis pour nos futurs descendants. Alors, il faudra encore quelques siècles de travail, mais la plus grande partie de cet ouvrage, de cette œuvre en fait, a déjà été réalisée entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir cette entité particulière, puis l'humanité, telle qu'on la connaît, eh bien le phénomène humain travaille en l'ignorant à cette œuvre. Voilà, chacun de son côté, les sociétés, les groupes, les tribus, tous en croyant travailler chacun pour soi ou chacun contre soi, contre autrui. En réalité, c'est un travail commun, et la finalité, c'est la perfection universelle, et c'est vraiment c'est pour l'ensemble humain. C'est pas pour un groupe humain qui atteindrait les sommets et puis les autres resteraient à la porte du garage. Non, non, c'est l'ensemble humain qui atteindra cet état. Donc il y a des paliers à passer, l'unification. On est sur cette route, hein, on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement, l'ONU, l'UNESCO, l'Organisation mondiale du commerce, du travail, du tourisme, de la santé, etc., etc. Donc les structures sont déjà là, elles ne sont pas au point encore, et puis elles sont contestées pour l'instant. Là, on est dans une période où on conteste l'ONU, on conteste l'OMS, etc. Mais c'est juste des petits moments qui durent quelques années, le temps d'un nouveau chef d'État qui s'impose et qui va freiner le système ou un conflit qui va geler cette évolution. Mais globalement, ça reprend ensuite. Voilà. Donc, c'est le but, c'est d'atteindre ce paradis. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur là, je suis en train de m'appuyer sur une émission de France Culture, Les Chemins de la Philosophie, qui était consacrée à Platon et à la République de Platon, au livre La République de Platon. Et en fait, c'est vraiment tout simplement génial. Socrate, Platon avait déjà imaginé la cité. À son époque, c'était la cité, évidemment, parce que leur horizon n'était pas le même qu'aujourd'hui. Ils n'avaient pas la possibilité d'avoir l'horizon comme horizon l'ensemble humain. Nous, aujourd'hui, on connaît l'ensemble humain. On sait qu'on fait partie d'une sorte de village planétaire. Et on se rend compte de plus en plus qu'on est unis quoi qu'il arrive. Et c'est quelque chose qui est rentré dans la conscience de l'humanité maintenant. Ça va faire son chemin jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Mais à son époque, c'était juste au niveau de la cité que ça se passait. Et Socrate et Platon ont essayé d'imaginer la société idéale. Alors la société idéale, il savait déjà, Socrate, ce que c'était. Une société saine, une société en bonne santé, etc. Mais il y a la société telle qu'elle se présentait, telle qu'elle se présente aujourd'hui encore, c'est une société malade, une société qui est dans les excès, qui est dans le gaspillage, dans la violence, voilà, on est une société, la société humaine, elle est malade, et c'est clair. Et donc, il essayait d'apporter des idées pour la soigner, pour en faire une société parfaite, en somme. Et effectivement, alors, il faut resituer ces propositions à son époque. Il y a 2500 ans, ça n'a rien à voir avec maintenant. Alors évidemment, ça paraît même certaines propositions extrêmement violentes, eugéniques, despotiques, etc. Mais
il y a des subtilités derrière. Et c'est ce que on va continuer à voir dans la troisième émission. Socrate ici propose pour l'organisation de sa justice, de sa cité idéale, pardon. C'est ce que tente de faire le philosophe Bertrand Russell, écoutez. There are some philosophers who exist to uphold the status quo, and others who exist to upset it, and Marx, of course, belongs to the second lot. For my part, I should reject both those as being not the true business of a philosopher. And I should say the business of a philosopher is not to change the world, but to understand it, which is the exact opposite of what Marx said. Il y a deux types de philosophes, dit Bertrand Russell. Il y a ceux qui veulent changer le monde et ceux qui veulent le comprendre. Je fais partie de ceux qui veulent le comprendre, pardon. Mais Marx était à l'exact opposé. Pourquoi est-ce que cette archive est intéressante, Fulcran Tesserin? Parce que Bertrand Russell, comme Karl Popper notamment, sont deux philosophes qui ont mis en garde contre la République de Platon, disant que c'est dans ce texte qu'étaient venus puiser ceux qui auraient mis en œuvre ensuite le communisme dans ce qu'il avait de plus totalitaire. Donc les régimes totalitaires pouvaient justifier leur existence à l'aide de ce texte de la République de Platon. Mais voilà. Oui, mais alors aussi, l'opposition que fait. Alors on peut aussi penser que Hitler a pris, les régimes totalitaires ont pris sur Nietzsche, etc. Évidemment, bien sûr, mais parce que et on peut justifier la violence à travers tous les livres sacrés, à travers la Bible, à travers, etc. C'est pas voilà, si on prend les choses au pied de la lettre, on peut tout le temps trouver de quoi justifier un despotisme, de la violence, la haine de l'autrui, etc. L'opposition que fait Russell entre le philosophe qui veut comprendre et le philosophe qui veut transformer le monde, ben c'est une opposition que vous trouvez, dans une certaine mesure, à l'intérieur même de la République, dans le livre 5. Parce que, quelques pages plus loin, Socrate précise la raison d'être de ce modèle qu'il vient d'élaborer en paroles. Au fond, il lui assigne une fonction, d'abord, qui est une fonction cognitive. Il s'agit de savoir ce qu'il en est de la justice dans la cité, de la justice dans l'homme. Donc ici, l'enjeu est de connaître. Le départ, c'était la justice. Que la justice, c'est l'idéal et il faut aller vers la justice. De connaître et de comprendre. Bon. Et puis, il lui reconnaît une fonction pratique. Mais il les distingue, l'une et l'autre. Il dit, au fond, ça peut servir aussi de guide à l'action. Et il espère, il souhaite que se rencontre de façon tout à fait miraculeuse le pouvoir et le savoir pour que ce plan qu'il a esquissé inspire précisément un acteur politique et lui permette de construire quelque chose dans les faits qui ressemble en partie au plan qu'il vient ici de nous présenter. Voilà. Mais l'opposition entre ce qui est... Voilà, alors c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que il fait une proposition. C'est les dictateurs qui choisissent de pervertir le système. Et c'est pareil avec le libéralisme. Les Smith, les Stuart Mill, etc., les chantres du libéralisme, ben, ils avaient imaginé un libéralisme qui n'a rien à voir avec le néolibéralisme qu'on voit aujourd'hui, qu'on entend, et ils s'en réclament pourtant, certains. Donc, voilà, on peut vraiment pervertir tous les systèmes. Et on pourrait pervertir la mécanique universelle. De la même manière. La vocation de la philosophie comme compréhension du monde, comme connaissance du monde, et la philosophie comme principe d'action, comme engagement pratique, cette distinction, elle est présente déjà dans la République elle-même. Voilà. Et Russell parle de Marx, mais c'est justement c'est là où c'est intéressant, c'est que dans quelle mesure est-ce que le communisme de Platon a pu engendrer le communisme de Karl Marx, par exemple? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le communisme de Marx, c'est quand même pas non plus le communisme sexuel dont on vient de parler. C'est pas l'abolition de la famille. Ce n'est pas la vie communautaire avec des repas en commun et la sélection des enfants. Le communisme de Marx, c'est d'abord
la collectivisation des moyens de production, dont Platon précisément ne parle absolument pas. Tout à fait. Voilà. Donc il y a quand même une vraie différence. Alors maintenant, c'est plus avec le régime bolchevique et les États totalitaires que la comparaison se fait. C'est ce que Russell fait. Il peut évidemment y avoir effectivement des compréhensions de l'hypothèse communiste qui sont tout à fait, qui sont plus proches, en un certain sens, de Platon que de Marx. Ça c'est possible. Le parallèle est extraordinairement frappant entre la République de Platon et le régime que les meilleurs d'entre les bolcheviks s'efforcent de créer, écrit Russell. Oui, mais... vous êtes sceptique. Alors, écoutez, oui, je sais pas, mais en Russie, même dans la Russie bolchevique, ils ont pas quand même complètement supprimé la... Quand on veut tuer son chien, on me dit qu'il a la rage. Voilà, on veut tuer le Platon, on veut... si on veut dire que Platon, si on veut... Voilà, on peut tout à fait détruire, les révolutions, la révolution de 1789 si on s'arrête que sur la terreur, etc., etc. Voilà, c'est très facile et c'est injuste. Ils n'ont pas quand même complètement supprimé la structure familiale. Ils ont alors évidemment le divorce a été très facilité. Il y a eu ce qui est vrai, c'est qu'on a essayé de construire des appartements communautaires ou des maisons communautaires. Donc il y avait quelque chose qui pouvait ressembler en partie, mais enfin l'objectif principal, y compris dans la Russie communiste, a été, me semble-t-il, l'appropriation des moyens de production. Oui, c'est que la propriété collective des usines. Certes, mais là, vous êtes sur un point de vue théorique. Je pense que ce que Russell dit, c'est sur le point de vue des conséquences. C'est le nombre de morts qui a été engendré pour que le régime communiste puisse arriver à ses fins. Alors. Oui, mais c'est pas... Platon n'a pas engendré ça. C'est pas parce que une bande de criminels ont réussi à faire du régime communiste, du communisme, une boucherie, alors qu'il y avait aussi les moyens de faire du communisme quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus respectueux des êtres humains, etc. Il suffisait de garder la liberté, de garder tout un tas de choses autour. Mais c'était des criminels qui ont réussi à faire ça. Ça aurait peut-être été d'une autre manière si ça avait été Trotsky ou d'autres qui auraient pris le pouvoir. Enfin bref, ou si ça avait évolué d'une autre manière. En tout cas, c'est pas parce que un écrit est comme ça que forcément que le communisme se réclame, qu'il y ait eu que Marx ait lu peut-être vraisemblablement même Platon, c'est possible. Il a pris peut-être là, etc. Mais son idée, elle était différente. Et le communisme tel qu'en parlait Marx, c'était pas obligé d'engendrer Staline, pas du tout. Ça pose la question au fond de la façon dont le philosophe va exercer le pouvoir une fois qu'il aura été mis à la tête de la cité. Il y a quand même toute une partie de la République qui précise que cette proposition de mettre le philosophe à la tête de la cité, c'est une proposition qui va rencontrer énormément de résistance. C'est ce qu'on appelle le philosophe roi. Le philosophe roi. L'idée est exposée à la fin du livre 5. Est exposée. Alors, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que dans le livre 6, il explique qu'il va bien falloir quand même que le philosophe mouille un peu sa chemise pour montrer sa vertu, son excellence. Et c'est uniquement à cette condition-là, quand on aura vraiment compris qui était le philosophe, que le peuple sera enclin. Bien sûr, on peut être un philosophe. C'est notre président, il a accompagné un philosophe. Il a travaillé avec un philosophe. Est-ce que pour le coup, ça en fait un philosophe? Non, c'est autre chose. Et puis des philosophes, il y a des personnalités complètement différentes. Un Nietzsche à la tête de l'État, c'est autre chose que je sais pas moi, un Cavaillès ou voilà. On est dans des... Que le peuple sera enclin à lui remettre en partie son pouvoir.
Voilà. Donc il y a quand même une nécessité d'obtenir en partie l'adhésion du peuple. Vous dites ça pour nuancer l'accusation de totalitarisme. Voilà, il y a cet élément qui est important, qu'il ne faut pas négliger. Voilà, qu'il faut pas négliger. Maintenant, évidemment que il y ait disparition de la vie privée. Qu'il y ait abolition du couple et de la famille, et qu'il y ait mainmise de l'État ou de l'autorité étatique sur la vie complète des citoyens, ça c'est parfaitement juste. Bien sûr, et ça c'est on doit dire en effet, c'est contestable. Et il y a d'autres choses qui sont contestables. C'est clair que c'est contestable dans un monde, dans un certain monde, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Dans le monde libre, c'est contestable, mais quand l'humanité aura atteint sa perfection, peut-être que ce mécanisme se fera de manière naturelle. On évoluera vers ce type de choses où tout sera mis en commun, il y aura plus de la famille, ce sera la famille universelle. Peut-être que voilà, il y a pas de on peut pas présumer de ces choses-là, et peut-être que ça se fera dans la douceur de l'évolution. C'est comme ça. Les propositions de Platon devaient être hyper novatrices à son époque, mais maintenant certaines semblent être hyper violentes, dictatoriales et injustes. C'est un régime totalitaire au sens où tout de la vie des individus est subordonné à l'État. Alors, il nous reste quelques minutes pour aborder assez rapidement, mais on y reviendra lundi prochain, puisque je le rappelle, nous consacrons 2 semaines, 2 séries d'émissions à cette République de Platon, et heureusement, parce que là même, en 4 émissions, on a lu donc les 5 premiers livres, et encore à toute vitesse, tellement chaque livre est riche. On reviendra donc sur la fonction du philosophe dans la cité, mais comme on la trouve dès la fin de ce 5e livre, Fulcrant Estreinte, on peut en dire un mot. Le roi philosophe. Alors, je propose qu'on écoute le texte peut-être pour qu'on puisse le commenter. Vous voulez en parler directement, parce qu'il nous reste peu de temps. Bon, alors le roi philosophe, c'est la 3e vague. C'est la 3e vague. Allez-y, je vous en prie. C'est la 3e vague, et donc c'est une réponse au fond à la question. Mais comment est-ce qu'on va rendre possible cette cité? Voilà, c'est ça. En fait, l'objection, c'est de dire, bon, d'accord, Socrate, on a entendu ton exposé de la cité idéale. Mais concrètement, comment fait-on? Est-ce que là, tu n'es pas trop dans l'idéal, dans l'idée, justement, dans le rêve, alors que concrètement, ta cité, elle est inapplicable? Voilà, cette façon de poser la question de la réalisabilité de cette cité, elle est, elle revient à plusieurs reprises. Socrate, il le dit. Il dit, c'est un tsunami, c'est un raz-de-marée, cette question. Et bon, c'est une question qu'il recule, qu'il traite déjà, et puis finalement, là, il va l'affronter complètement. Alors, il y a une première réponse, c'est de dire, au fond, c'est possible parce que c'est naturel. Voilà. Ça, c'est sa premier type de réponse. Le deuxième type de réponse, c'est de dire, au fond, il faut qu'il y ait une circonstance absolument favorable qui va permettre à cette nature idéale, qui est déjà une nature intelligible, d'entrer dans le devenir, de structurer le devenir, de devenir le modèle qui imprime ses différences et ses distinctions à une partie du monde sensible. Bon, il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir comme cela dans ce devenir, et c'est la rencontre du philosophe et du roi. C'est, pourrait-on dire, une dictature du savoir qui va ainsi s'esquisser. Et évidemment, on pourra dire c'est complètement effrayant. Heureusement que Denis de Syracuse, dans sa sagesse, n'a pas écouté Platon et l'a mis à la porte et l'a peut-être même réduit en esclavage. Mais cette dictature du savoir, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas le pouvoir que va exercer le philosophe, c'est un pouvoir qui est d'abord un pouvoir de fondation. Il fonde une cité, ou il refonde une cité. Et ensuite, c'est un pouvoir de conservation. C'est-à-dire qu'une fois que cette cité est ordonnée, une fois qu'elle a été bien structurée, lui se contente d'être le gardien de la Constitution. Il veille à ce que les lois
et la distribution, l'organisation tripartite de la cité soient conservées. Alors pourquoi parlez-vous de dictature? Voilà. Alors, dictature parce au départ, il faut bien... Il pense pas à l'époque, par exemple, à l'évolution des règles du droit, etc., un principe, parce qu'il avait pas encore les moyens de penser que la Constitution devait évoluer avec le temps, etc., qu'on était dans un système de progression, d'évolution, et que ça devait évoluer en même temps. Donc voilà, on peut reprocher en fait beaucoup de choses à Platon de ne pas être un contemporain, par exemple. Mais dictature parce que au départ, il faut bien commencer, il faut bien organiser. Et là, on impose, c'est ça. Alors là, on impose, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait d'abord ce consentement initial qui est absolument indispensable. Il faut que le philosophe démontre sa vertu et son excellence, et une fois qu'il aura fait la preuve de sa vertu et de son excellence, et que donc les autres auront été convaincus que c'est bien à lui qu'il revient de prendre en charge la cité, alors là, il pourra proposer et imposer ces réformes. C'est le meilleur qui doit être nous sommes au 5e siècle, à la tête de l'État. À la fin du 5e siècle, au 4e siècle, et le 5e et le 4e siècle ont été des périodes de fondation, avec énormément de colonies qui ont été créées, et on demandait à des philosophes de proposer une constitution, des lois, et parfois même d'établir un urbanisme de cette cité. Bon, Hippodamos de Milet, par exemple. Donc, c'est une pratique fréquente en Grèce antique. Donc, l'idée qu'on allait pouvoir établir une cité sur des bases complètement neuves n'est pas une idée totalement fantastique. Il y avait une pratique déjà de cet ordre. Par exemple, Protagoras s'est vu chargé par Périclès de donner à la colonie des Touroï sa constitution, et il l'a fait. Donc, et puis on peut penser évidemment aux réformes de Clisthène qui ont été absolument radicales aussi. Donc il y a cette pratique de fondation, de législation qui structure complètement une cité et qui l'a fait commencer donc sur de nouvelles bases. Voilà. Donc, pour dire que le caractère idéal ne l'est pas tant que ça, enfin n'est pas tellement surprenant. Ça ne veut pas dire que c'est inapplicable. Voilà. Il y avait une troisième chose que vous vouliez dire à ce sujet, non? C'était deux. Oui, et la troisième chose que je voulais dire, c'est que le pouvoir du philosophe, pouvoir de conservation, est aussi un pouvoir temporaire. D'abord, il arrive au pouvoir très tard. Il reste quelques années, il s'en va. Et ce philosophe, il a aussi cette qualité tout à fait singulière, c'est que finalement... Voilà, alors on peut lire Platon avec bienveillance et on peut lire Platon avec esprit critique surdéveloppé. Ça fait deux lectures différentes. Il exécute un devoir quand il s'occupe de cette cité. Il accomplit un devoir de piété parce que c'est la cité qui l'a formé, et donc il rend sa dette. Et somme toute, si du point de vue de la nature de la cité, il est tout à fait juste et approprié que ce soit lui qui la dirige, du point de vue de sa propre vocation, il est complètement en contre-emploi quand il est à la tête de la cité. C'est ça, bien sûr, son boulot, c'est. Et c'est parce qu'il est en contre-emploi que précisément. Il assume très bien le rôle qui est le sien. C'est le point central, justement. Voilà, de dire que pourquoi le philosophe est-il le mieux à même de gouverner une cité? C'est parce que, justement, il a un rapport désintéressé au pouvoir. C'est parce qu'il ne veut pas occuper ce poste-là. C'est parce qu'il ne veut pas, et c'est parce qu'il a autre chose à faire. Il a mieux à faire. Ouais. Ça fait de lui un bon gouvernant, c'est intéressant. Voilà, pour être un bon gouvernant. Mais là, ça correspondrait à, comment il s'appelle, je crois que c'est Pepe Murillo, dans un pays d'Amérique latine. C'était un paysan où, je crois, il était fermier, il est devenu chef de l'État, mais il s'est comporté comme à l'origine. C'était en plus cette chose-là. C'était pas quelque chose qu'il visait. Et donc, en fait, les Romains, les Grecs, ont essayé je pense, je connais pas assez l'histoire, mais c'est intuitivement, je pense à ça, ils ont essayé d'établir des systèmes où celui qui prenait la charge de l'État, le président, les ministres, ça s'appelait pas comme ça, évidemment, mais ils n'étaient pas payés, en fait, donc pendant cette période. Donc, ils ne pouvaient pas s'enrichir. Donc, il y a toujours eu des systèmes qui étaient intelligents à ce niveau-là pour que la vocation soit plus importante que le... Voilà, pour être un bon gouvernant, il faut pas le vouloir, et il suffit pas de ne pas le vouloir ou d'être désintéressé. Il faut surtout avoir mieux à faire. Et comme il a mieux à faire, ce qu'il fait par contrainte, il le fait correctement. C'est un bon conseil à donner à nos candidats, non, en ce moment? Peut-être voter pour celui qui aurait mieux à faire que de gouverner notre pays. Exactement.
C'est un très bon conseil, c'est un conseil platonicien. Voilà. Et ben alors, pourquoi les philosophes sont-ils les mieux à même de gouverner? Comment forme-t-on un philosophe? Comment le philosophe va-t-il s'adresser à la cité et faire en sorte que celle-ci cautionne son règne? Autant de questions qu'on posera lundi prochain en continuant de lire donc La République de Platon. Merci infiniment, Fulcran Tesserin, d'être venu ce matin nous lire ce terrible livre 5. Enfin, chacun se fera son opinion. Je crois qu'on a eu un bon avant-goût. Et on se quitte, puisqu'on a fait plusieurs vagues aujourd'hui, après les vagues du Covid, les vagues de la République, on se quitte avec les Waves de Kanye West. Bon, voilà. Alors, en tout cas, oui, chacun se fait son opinion. Mon opinion, elle est, il est simple. Platon, c'est un génie, pour moi. Qu'il puisse imaginer un idéal, donc qu'il y ait la place d'un idéal dans le monde. Après, qu'on ne l'impose pas, voilà la différence en somme avec, par exemple, la théorie que je défends, c'est que on ne doit pas imposer une société, l'humanité, la perfection dont je parle, c'est pas quelque chose qui doit s'imposer. Si ça doit venir, ça vient tout seul. C'est dans la mécanique de l'évolution que tout est déjà inclus. Pardon. Et donc, ça c'est peut-être la base, la chose à respecter fondamentale. C'est-à-dire que on doit faire des propositions, on doit se battre contre les injustices, on doit se battre contre des systèmes qui sont oppressifs, on doit, voilà, comme la vie se passe là, le monde est là, aux États-Unis, il y a un chef d'État qui vient d'être élu, il a été contesté, il a été approuvé, etc. C'est lui qui arrive, mais il n'a pas pris le pouvoir par la force, il le gardera certainement pas par la force. L'humanité, tout doucement, est en train d'écarter les dictateurs de tous les pays. Voilà, les dictateurs, ils ont plus l'image qu'ils pouvaient avoir dans les années 30 ou dans les années 20, quand il y a des livres qui faisaient l'éloge du dictateur, en somme. Et donc, on voit que là, on passe sur autre chose, et l'humanité, elle avance comme ça. Alors, elle a son rythme, et c'est pour ça que... Alors, on est toujours un peu pressé en tant qu'individu sensible aux injustices, on est pressé de voir des progrès contre l'injustice. Et pour la justice, on serait pressé pour ça, évidemment. C'est très difficile d'accepter le monde tel qu'il est quand il est injuste. Ça demande un effort sur soi, ça demande du stoïcisme en fait, ça demande un certain fatalisme, l'acceptation du monde tel qu'il est plutôt que de le désirer à notre convenance. Mais en même temps, c'est légitime de contester, de critiquer, etc. Donc le monde se déroule sans problème, sans problème, avec problème, mais qu'on résout et qu'on dépasse, etc. Voilà. Donc tout est parfait dans le meilleur des mondes. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à cette théorie un peu atypique, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec votre propre site ou vos sites ou d'autres sites. Vous pouvez écrire des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Et vous pouvez participer si vous avez des compétences pour améliorer les sites, pour faire progresser les espaces, et vous me le dites et vous m'envoyez un petit message et c'est avec plaisir qu'on travaillera ensemble. Merci en tout cas de votre patience et à très bientôt pour le numéro 5.